Merci Sylvie de m'avoir invitée. Je suis donc vétérinaire. Ma première spécialité, c'est la chirurgie et surtout praticienne. Donc les césariennes, tout ça, je connais. J'ai fait un peu de reproduction. J'ai travaillé avec Alain Fonbonne dans un terme qui va vous sembler archaïque, à la banque de semences d'Alfort. Donc ça remonte à très longtemps. Et d'ailleurs, je devais faire une thèse sur la congélation du sperme de chien. À l'époque, on ne savait même pas le faire. Maintenant, je me suis tournée vers la discipline qui est la médecine du comportement. Je ne suis pas comportementaliste, mais bien vétérinaire. Et j'ai fini une résidence du Collège européen de médecine du comportement et je dois passer l'examen en septembre, ce qui est un gros morceau. Alors, je me suis intéressée, vous allez un peu essuyer les plâtres, parce que cette conférence, je ne l'ai jamais faite, mais je me suis intéressée à cette gonadectomie précoce. J'ai entendu stérilisation juvénile de Marie, certains appellent ça... il y a encore d'autres noms, on va voir ça, hein, stérilisation pédiatrique. Hein, voilà. Donc, le titre a été choisi par Sylvie, mais c'est pas mal finalement, privé d'ovaires et testicules très jeunes et après. Donc j'ai un petit peu essayé de vous redéfinir tous ces termes. Donc la gonadectomie, c'est le retrait des gonades, les organes dédiés à la reproduction, et donc ça inclut la castration, l'ovariectomie et l'ovario-hystérectomie. La stérilisation, qui veut dire ne pas permettre à un animal d'avoir une descendance, ça inclut évidemment la gonadectomie, mais aussi la vasectomie, l'épididymectomie, l'hystérectomie, qui est le retrait de l'utérus. L'animal, bien qu'ayant ses ovaires, ne peut pas avoir de descendance. La ligature des trompes. Et là, on peut avoir donc des individus qui n'ont pas de modification du comportement sexuel. Il y a la copulation, les chaleurs, mais il n'y a pas de comportement maternel qui vont se développer chez les individus femelles. Les anglo-saxons ont encore un autre terme qui est le neutering, c'est-à-dire que les individus deviennent neutres, mais ça c'est une grosse illusion. Donc il existe aussi la stérilisation chimique par agoniste de la GnRH et qui induit les mêmes effets temporaires que la gonadectomie. Il faut savoir que cette gonadectomie est habituellement, comme tu as dit, en Europe pratiquée vers 6 et 8 mois. Il n'y a pas vraiment de consensus. En Wallonie, depuis le 15 décembre 2016, elle est obligatoire avant 6 mois et en Flandre, depuis 2018, avant 5 mois. Pour ce qui est de la stérilisation précoce, la gonadectomie précoce, early gonadectomy en anglais, l'AVMA, donc l'association des vétérinaires américains et les British, la BSAVA, ceux des Anglais, sont en faveur, ils se sont prononcés en faveur de la stérilisation précoce. Là, dans l'espèce canine, je reviens sur ce qu'a dit Sylvie, il faut voir que cette chose-là n'est pas partagée par le monde entier. La vision des Britanniques et des... je ne sais pas si Haley est là, ou l'américaine qui est en stage, n'est pas partagée par le reste du monde. En Suède, en Norvège et au Danemark, les gonadectomies sur les chiens, en tout cas, sont interdites, sauf lorsque c'est une prescription, hein, et c'est à visée thérapeutique, et que c'est demandé par un vétérinaire. L'ablation des gonades, hein, cette opération, c'est une mutilation. On retire un organe. Et pour eux, c'est la même chose que de couper les oreilles et couper la queue. Ça, c'est leur façon de voir les choses. Vous ne pouvez pas leur retirer ça. Pour des spécialistes du welfare, du bien-être animal, que David Broom, qui est en médecine du comportement et surtout dans la discipline du welfare, hein, parce qu'il existe des vétérinaires spécialisés en welfare, il y a un collège européen du bien-être animal, c'est une vraie science, ce n'est pas une question sociétale à la mode aujourd'hui, c'est une science qui évalue le bien-être des animaux. Alors évidemment, elle est très développée pour ce qui est des animaux de rente, mais aujourd'hui, on commence aussi à l'appliquer aux animaux de compagnie. Donc, c'est pour vous donner un petit peu une aération d'esprit, de vous dire que rester focalisé sur ce que nous disent les Américains et les Anglais, c'est pas partagé par tout le monde. Alors, le problème, hein, puisque moi je suis les principes de Sylvie, evidence-based medicine, médecine fondée sur les preuves,
c'est les publications. Parce que lorsque ce sont des observations personnelles, c'est très intéressant, mais pour l'épidémiologiste qui était là, n égale 1, le nombre d'individus égale 1, c'est pas très intéressant. C'est votre avis personnel, c'est votre, puisque on va entendre lors du débat, moi j'ai un chat, moi j'ai eu ceci. C'est passionnant, mais c'est pas ça la science. Donc c'est des études avec des comparaisons de chiffres. Donc, en fonction des auteurs et des publications, chacun y va de sa période de stérilisation. Alors certains, ils disent que c'est une stérilisation précoce avant 5 mois. Mais dans ce lot-là, ils vont mettre des animaux stérilisés à 2-3 mois, et puis d'autres stérilisés à 5 mois. Donc vous imaginez bien que pour analyser tout ça, c'est un petit peu flou. D'autres, c'est entre 6 et 14 semaines. On retrouve ça aussi dans l'étude de Joyce dont je vais parler, entre 6 et 14 semaines. Il n'y a pas de consensus scientifique dans le monde pour dire un individu est stérilisé précocement à partir de cet âge-là. C'est un peu chacun y va de son idée. Et en plus, on doit précoce, ça ne veut pas dire prépubère, avant la puberté. Ça, et encore, Sylvie a encore utilisé un autre terme tout à l'heure que j'avais oublié, péripubère, autour de la puberté. Donc, les études qui vont s'intéresser aux effets secondaires de cette stérilisation précoce, on va avoir du mal à les comparer, puisqu'on n'a pas les mêmes individus. Alors, les modalités pratiques de cette intervention, je vais passer rapidement, je suis plus chirurgien, mais c'est bien une intervention pour les individus très jeunes, de 3 mois, c'est bien une intervention pédiatrique. C'est pas une stérilisation dite de convenance. Les risques sont plus importants. Ça, les publis, vous les avez. Un individu pédiatrique, lors des interventions, il y a un risque d'hypovolémie, une chute du volume sanguin, des hypothermies, une chute de la température, une chute de la tension artérielle, une moins bonne ventilation des poumons. Donc, la recommandation des interventions pédiatriques, c'est d'intuber l'animal et de le ventiler. Je ne sais pas si c'est toujours fait. Et une plus grande sensibilité aux anesthésiques, donc avec des protocoles anesthésiques adaptés à l'individu. En prenant tout cela en considération, on peut avoir un risque à peu près équivalent. Mais dès qu'on prend cette population au départ, c'est pas la même chose. Donc, il faut que effectivement, il y ait des modalités pratiques différentes par rapport à l'intervention de convenance vers 6 mois, modification du protocole d'anesthésie, réchauffage des fluides, de la table d'opération, un délai raccourci de mise à la diète, donc avec des individus avec un peu plus, parce qu'on ne peut pas les laisser aussi longtemps qu'un individu adulte à la diète, et puis de séparation limitée avec la portée, donc on remet les individus ensemble juste après, avec le risque infectieux que ça peut comporter. Donc il faut bien se dire que une intervention, la gonadectomie sur des individus pédiatriques, c'est pas la même chose qu'une gonadectomie à 6 mois. Ceux qui nous vendent ça en disant qu'on les endort, ils se réveillent et hop, ils rejouent avec les autres, ouais, ça c'est pas tout à fait vrai. Donc, certains vantent qu'il y a une diminution du temps d'intervention, que c'est beaucoup plus rapide chez un individu jeune. Alors j'ai cherché les publis. J'ai eu du mal à la trouver. Donc, sur celle de Koustris de 2014, effectivement, sur une population d'étudiants vétérinaires formés, il y a un grand nombre de gonadectomies précoces, avec la comparaison avec des individus péripubertaires, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, chez le chien mâle, là, il n'y a pas photo, 85% du temps gagné. C'est beaucoup plus rapide de castrer un chiot à 2 mois que à 6 mois. Chez la femelle, on gagne 30% du temps, mais alors chez le chat, 6%. Donc, parce que dans le temps d'intervention chirurgicale, il y a toute la préparation de l'individu avec le chauffage, les fluides à réchauffer, tout ça, ça inclut que finalement, de dire qu'en le faisant plus tôt, c'est beaucoup plus rapide. Si on cherche ça dans la science, c'est pas tout à fait vrai. Alors, Sylvie a dit tout à l'heure, mais moi, ce soir, on parle pas des animaux de refuge. Ma pauvre Sylvie, je suis obligée. Parce que cette gonadectomie précoce, quelle que soit la publication que vous cherchez avec Early Gonadectomy, dans l'introduction, elle vous est vendue pour diminuer le nombre d'individus euthanasiés dans les refuges. Il n'y a aucune autre raison invoquée à cette gonadectomie précoce. Alors,
Donc j'ai trouvé celle-là que j'aime bien, Help Stop Teenage Pregnancy, comme les filles là qui ont des enfants à 14 ans. Bon. Cette publication de Joyce 2011, elle est extrêmement diffusée et le but, c'est d'empêcher ces fameuses gestations entre 4 et 6 mois. Donc, aux États-Unis et en Angleterre, les chattes femelles font toutes des petits entre 4 et 6 mois. Enfin bon, chez eux, ça apparemment, bon, finalement, pas tant que ça. Parce que l'âge moyen quand même de la puberté, qu'on retrouve dans l'article, c'est chez la femelle 6-8 mois et chez le mâle 8-10 mois. C'est bien moyen. Il y en a qui vont dire sur Facebook, « Ouais, moi j'ai une femelle qui a reproduit à 4 mois et une semaine. » Oui, je sais, mais ça c'est n égale 1. C'est pas ça qui nous intéresse. C'est sur une population, les chattes entrent en chaleur entre 6 et 8 mois. Donc, les avantages de la gonadectomie, donc c'est supprimer évidemment ces fameuses portées non voulues entre 4 et 6 mois, supprimer la maturité sexuelle chez les mâles entre 4 et 6 mois aussi, empêcher donc les euthanasies générées par ces gestations, et il n'y aurait donc aucun effet secondaire ou des effets secondaires négligeables sur ces populations. Ça, c'est tout ce que vantent les publis de Hove, Spain, Porters, qui a conduit celle de Porters à ce que la législation change en Belgique et fasse passer l'âge obligatoire de la stérilisation en Flandre à 5 mois. Sur le comportement, c'est magnifique, les animaux sont parfaits et les mêmes Hove, ils ont même un meilleur comportement. Ça, c'est leur conclusion. Moins d'abandon et d'euthanasie dans les refuges, secondairement, aux campagnes de stérilisation précoce. La photo, elle est trash, je l'ai trouvée sur Internet, c'est dans un refuge américain, c'est tous les chats euthanasiés qui sont entassés dans une chambre froide. C'est vrai qu'on peut se poser des questions. Et à ce jour, je n'ai pas trouvé de publication qui montre que la stérilisation précoce a fait diminuer le nombre d'euthanasies dans les refuges. Donc, toujours, Sylvie, je vais être branchée animaux de refuge. Donc, les intérêts de la gonadectomie, dans les études de Hove, Spain et Porters, en gros, on peut les relire, il y a un meilleur comportement chez les animaux castrés précocement, donc inférieur à 5 mois, donc c'est pas toujours 3 mois, hein, c'est aussi inférieur à 5,5 mois. Évidemment, il y a une diminution du comportement de marquage urinaire chez les chats, mais ça aussi on le retrouve chez les chats castrés à 6 mois. Une meilleure santé, évidemment, les tumeurs mammaires, l'étude de Overlay qui montre que si c'est avant 6 mois, on a une diminution du risque de tumeur mammaire de 91% et entre 6 et 12 mois de 83%. Mais ça, c'est 6 mois, hein. On n'a pas dit 2-3 mois. Mais ils vendent toujours en utilisant cette publi. Mais c'est valable pour les chattes aussi stérilisées à 6 mois. Moins de maladies infectieuses, moins d'accidents de la circulation, oui. Ça c'est sûr, on le sait, un chat stérilisé, on diminue son domaine vital, c'est prouvé, de 8 à 1,2 hectares. En général, elle passe à 3,2 hectares pour les chats qui sortent, il va moins loin, parce qu'il n'a pas besoin de chercher de cons spécifiques pour se reproduire. Et évidemment, moins de maladies infectieuses, puisque tout ce qui est lié à la reproduction chez le chat, en général, derrière, c'est suivi avec des abcès, toutes les maladies infectieuses transmises lors de la reproduction. Tous ces critères qui sont vantés dans ces études, ils le sont aussi pour les chats stérilisés à 6 et 8 mois. Ils n'ont pas inventé quelque chose de nouveau en stérilisant à 2-3 mois. Donc maintenant, évidemment, on va voir un peu ce que c'est ces limites de cette gonadectomie précoce où, évidemment, précoce, ça veut rien dire. Pédiatrique, c'est plus trash, hein. On sent que c'est un animal très jeune. Alors, évidemment, on a les mêmes effets secondaires. Là aussi, de la stérilisation à 6 mois, plus de maladies du bas appareil urinaire, diminution du diamètre de l'urètre, plus de maladies ostéo-articulaires. Bah ouais, les hormones, ça a un rôle dans la maturation des cartilages, ça on n'a rien inventé. Prolongation de la croissance lorsque stérilisé. Donc, certains n'ont pas réussi à prouver que la stérilisation à 2-3 mois altérait plus les cartilages. Mais par exemple, l'étude de Stubb et une autre... Le nombre de chats utilisés, c'est 18. 6 chats dans le lot stérilisés à 2 mois, 6 chats dans le lot stérilisés à 6 mois et 6 chats témoins. Alors évidemment que les deux groupes ont une différence. Les deux groupes, leur conclusion, c'est pas pire de stériliser à 2-3 mois. Mais en conclure sur 6 chats, avec une étude qui s'étend sur 2 ans, alors que l'arthrose est une maladie plus tardive, moi j'ai du mal à être convaincu de ça. On sait une chose, c'est que les hormones mâles et femelles protègent
de l'arthrose. Les hormones sexuelles ont un rôle sur le cartilage, dans l'épaisseur, et l'apparition de l'arthrose chez les individus, enfin chez l'humain, est liée à la perte des hormones mâles et femelles. Plus de diabète, et ça on le sait parce qu'il y a plus d'obésité par rapport à un animal entier. Et ça, c'est valable pour aussi les animaux stérilisés à 6 mois. Il y a une augmentation de l'insulin-like growth factor, donc les individus mangent plus, prennent plus de poids. Il y a une augmentation de la prolactine et la leptine, et donc elle est inéluctable. Bon, on n'a rien trouvé de mieux pour faire des chapons et du bœuf que de les castrer. Hein. Je vous avoue qu'on l'a fait dans d'autres espèces. Donc, imaginez qu'un individu castré ne prenne pas de gras, c'est illusoire. Il va falloir lutter contre cette augmentation de l'appétit. Ça, c'est un document qui m'a été fourni par Bernard-Marie Paragon, notre nutritionniste chat à tous. Et en gros, c'est pour illustrer que... mince, ça va pas du tout. Bon, pour le tableau, en gros, la partie bleue, c'est pour montrer que un individu. Alors, bien évidemment, les études, celle-là, elle a été faite par Allaway, mais elle a été faite. C'est une étude qui est faite pour Waltham. Hein. Le but est de montrer que, en fait, les animaux, qu'ils soient castrés à 2 ou 3 mois. Ah, il n'a pas voulu. Mais... Plus devant. Ah ouais, alors là, bon. Alors bon, en gros, donc, c'est en bleu, c'est pour vous montrer qu'un individu, c'est pas, je suis pas là pour faire, je n'ai pas les compétences de Bernard, mais l'ingérée en énergie augmente, quel que soit l'âge de la stérilisation. Plus elle est tardive, plus cette période va être tardive, plus c'est tôt, plus elle commence tôt. Donc, en castrant à 2-3 mois, il n'y a rien à faire, l'individu deviendra plus gros. Alors, évidemment, il faut le restreindre. Mais c'est facile, l'obésité. On donne moins, on donne des aliments hypocaloriques. On ne peut pas donner un aliment vraiment hypocalorique à un jeune individu en croissance. Là, on se retrouve coincé. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va le restreindre. Quand vous savez que chez le chat, le nombre de repas par jour, c'est entre 12 et 14 des petits repas sur un chat adulte moyen de 4,6 grammes. C'est pas tout à fait vrai sur un individu en croissance. Mais quelle vie pour ce chat de passer sa vie à demander à manger et à avoir que dalle, puisque c'est plus fort que lui. Il est obligé d'avoir des petits repas et en plus, il va avoir plus faim et plus grossir. Moi, je pense que c'est pas... Ah oui, j'entends sur Facebook, moi j'ai mes chats, je les castre à 2 mois, ils vont très bien, ils sont très contents. Ouais, n égale 1. Faites une publication, on verra après. Donc, la restriction alimentaire chez le chat, c'est quelque chose qui est très mal vécu. Moi, ma vie de vétérinaire, je suis praticienne. Je fais de la recherche parce que je suis à l'école vétérinaire et chargée de consultation et que je fais un peu d'enseignement et que pour le collège, je suis obligée de présenter des travaux de recherche. Mais ma vie de tous les jours, c'est les chats de tous les jours, les propriétaires. Si vous saviez le nombre de chats qui viennent parce que ils se mettent à attaquer leurs propriétaires, parce que un confrère a trouvé que le chat était un peu grassouillet et on s'est mis à le restreindre, c'est inimaginable. Le nombre de chats qui se mettent à se gratter le cou, à se lécher le ventre, à développer des troubles du comportement majeurs, et qui vont finir euthanasiés, les pauvres, parce qu'on a décidé qu'ils étaient trop gros. Mais oui, parce qu'en te castrant à 2-3 mois, mon gars, t'es un vrai loukoum, hein, c'est sûr, t'as pas eu le choix. Mais réfléchissez vraiment à ceux qui le font. Je veux vraiment que vous mettiez ça en tête. Hein. Donc, l'impact sur le bien-être, c'est énorme, énorme pour un individu de le mettre au régime dès 3 mois. Sur la santé, donc l'étude de Root sur les lésions ostéo-articulaires, 18 chats, moi je trouve que ça fait moyen, mais il y avait des vieilles publis, 91-92, ils avaient déjà conclu un ralentissement de la croissance avec un retard de décalage des animaux stérilisés précocement plus intense que ceux stérilisés à 6 mois. Pour les autres études, comme d'habitude, le suivi se fait par questionnaire. Par internet, par téléphone, donc les animaux ne sont pas revus. Hein. Et par exemple dans l'étude de Hove, elle fait un groupe stérilisation au-delà de 24 semaines, stérilisation en dessous de 24 semaines. Donc vous imaginez bien le gloubi-boulga des résultats. Si vous avez beaucoup d'individus vers 24 semaines, vous allez trouver aucune différence avec ceux qui sont stérilisés à 6 mois, bien évidemment. Hein. Donc pas assez pour moi de rigueur dans ces études-là.
L'étude de Spain, 1660 chats, effectivement, une étude rétrospective, mais là aussi, son critère, c'est inférieur à 5,5 mois. Bah ouais. Si on a beaucoup d'individus vers 5 mois et qu'on les compare à des individus de 6, on va avoir les mêmes populations, donc on va avoir les mêmes effets. Donc, l'augmentation, en revanche, elle augmente sur les individus stérilisés tôt, elle observe une augmentation de la timidité, shyness, et du comportement de hiding, caché, qui conduit à des abandons. Super. Toutes ces populations-là sont des animaux, on va revoir ça tout à l'heure, des animaux de refuge, hein, bien évidemment. Les animaux aussi stérilisés sont plus dégriffés. Donc pareil, on n'a pas une population, précocement, sont plus dégriffés, on n'a pas une population semblable. Et l'évaluation, toujours par questionnaire, et toujours des populations de chats en refuge. Sur l'étude de Porters 2014, il y en a plusieurs, en fait, Porters, sur la santé, sur le comportement. Hein. On a 800 chats recrutés sur 2 ans, mais au bout des 2 ans, il n'y a que 130 chats qui ont fait les 2 ans de suivi. Il y en a qui ont, les adoptions se font au fur et à mesure. Et finalement, on n'a que 70 individus qui ont fait les 2 ans. Comme d'habitude, on a vu ça tout à l'heure, les individus qui répondent au sondage, c'est qui? Les femmes seules. Le chat sortent. Et les propriétaires ont adopté plusieurs chats de ces programmes de stérilisation précoce. Donc bien évidemment, ces populations ne sont pas du tout, ne reflètent pas du tout la population générale des chats. C'est une petite population de chats. Et donc elle conclut toujours que c'est fantastique la stérilisation précoce. Et déjà, il y avait déjà des études qui sont peu utilisées, qui montraient l'inverse et qu'il y avait des effets secondaires néfastes de ces stérilisations précoces. Par exemple, pour l'âge, pour les maladies du bas appareil urinaire, hein, parce qu'on pourrait imaginer qu'un individu qui a été stérilisé à 2-3 mois a encore un urètre encore plus petit, ben, ces maladies, la moyenne d'âge d'apparition, j'ai encore vérifié sur les cours de Christelle Moret, notre spécialiste de néphro-chat à Alfort, bah c'est 5 ans. Donc on est largement en dessous, hein, en faisant des suivis à 2 ou 3 ans, de l'apparition de ces maladies. Donc, ces limites de ces études, c'est qu'elles se portent toujours sur une population d'animaux de refuge, non représentative de la population féline générale. Le suivi est réalisé par questionnaire. Ce n'est pas des vétérinaires qui remplissent les dossiers, c'est des gens à qui on envoie des questionnaires. Et ce n'est pas un suivi à si long terme que ça, hein, mais plutôt à moyen terme. Et il n'y a jamais de population contrôle sur lequel on s'appuierait pour un peu comparer ces populations-là. Alors pour la santé, ça on sait que la stérilisation augmente le risque de cancer. Ça c'est maintenant une certitude. On l'a montré donc là sur ce tableau, vous l'avez chez le chat et aussi chez le chien. Hein, c'est bien expliqué, c'est pas le thème de ce soir, mais ça diminue les cancers hormonodépendants ou les cancers des gonades, donc tumeurs mammaires, tumeurs de l'utérus, les pathologies évidemment comme les pyomètres, mais pour ce qui est des tumeurs, donc chez la chienne, tumeur de l'ovaire, tumeur mammaire et tumeur de l'utérus. Chez la chatte, évidemment, tumeurs de l'ovaire qui sont, je crois, assez rares, hein, tumeurs de l'utérus et toutes les pathologies de l'utérus aussi. En revanche, chez le chien, ça augmente d'autres cancers comme les lymphosarcomes, les ostéosarcomes, les mastocytomes. Maintenant, les études convergent vraiment là-dessus. Il faut le savoir. C'est-à-dire que la gonadectomie, on ne peut pas la vendre comme quelque chose de fantastique et une panacée, c'est magnifique, les animaux vivent très longtemps, super santé. Non, il y a des effets secondaires et il faut y penser et il faut bien y penser lorsqu'on fait le choix de la stérilisation, de la date. Alors pourquoi ces tumeurs pourquoi ce risque de cancer serait augmenté? Eh bien, lorsque on enlève les gonades d'un individu, il n'y a plus de rétrocontrôle des hormones produites par ces gonades sur la sécrétion de LH. Et cette hormone lutéinisante, elle va se fixer sur des récepteurs des cellules et elle peut provoquer une multiplication cellulaire. Et elle augmenterait le relargage d'oxyde nitrique qui, lui, participe aussi à ce risque de cancer.
Ça, ce sont des éléments qui sont donnés dans cette magnifique étude qui est en libre accès, et c'est sur l'effet de la gonadectomie sur les agressions vis-à-vis des personnes familières d'un chien, mais aussi des personnes non familières, des étrangers, et des agressions sur les autres chiens. Donc au départ, vous partez sur une publication, elle est assez longue. C'est chez le chien, bien évidemment. Mais là, on montre que la castration, donc le retrait des ovaires là, chez la chienne, l'ovarectomie, elle augmente l'agressivité dans toutes les études. Chez le mâle, elle montre que en fait, ça n'améliore pas du tout le comportement et pas du tout l'agressivité. Et surtout, elle parle de tous ces effets secondaires sur l'organisme des chiens. Il y a très peu de choses chez le chat, mais il va falloir, je pense, que les spécialistes s'y intéressent. Et donc, dans cette étude, il montre aussi que les animaux stérilisés, tôt ou tard, mais il faut voir l'impact quand c'est fait encore plus tôt, sont plus sensibles aux affections secondaires et ont beaucoup plus de désordres immunitaires, puisque les hormones ont de multiples actions sur l'organisme et ne se contentent pas d'être des organes de la reproduction. Les hormones, les gonades. Alors, maintenant, évidemment, c'est vraiment mon sujet. Quelle est l'influence de ces hormones sur le développement comportemental? Donc, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les espèces qui se reproduisent sexuellement, même chez les reptiles, tout ce qu'on veut, ils présentent un dimorphisme sexuel dans leur comportement. Les mâles ne se comportent pas comme les femelles. Ces différences sexuelles s'expriment de manière différente lors de la reproduction, des agressions, du marquage du territoire ou du comportement parental. Ce dimorphisme comportemental s'observe même chez les animaux naïfs socialement, qui n'ont pas eu de contact avec leurs congénères. Ça veut dire qui n'ont pas eu d'expérience d'apprentissage des comportements sociaux. Donc en gros, en termes simples, la partie instinctive du comportement. Donc la mise en place de ces comportements se font spontanément, et donc vous comprenez bien que les circuits neuronaux vont être contrôlés par des régulateurs physiologiques, donc les hormones. Les hormones agissent sur le cerveau. Chez les vertébrés, les hormones sexuelles jouent un rôle central dans le développement et le fonctionnement des circuits neuronaux. Vous voyez un petit peu là où je veux en venir. Donc les hormones sexuelles jouent un rôle dans le développement de nombreux comportements, autres que sexuels, comme le jeu, l'exploration, la mémoire spatiale. J'en ai cité quelques-uns. Et ça, vous l'avez dans toutes les espèces. Il n'y a pas beaucoup d'études sur le retrait des gonades précocement. Les chercheurs en endocrinologie s'intéressent surtout quand on rajoute, et vas-y que je te colle, de la testostérone, vas-y que je te colle des œstrogènes, pour voir les modifications de ce type-là. Mais ça n'a pas beaucoup intéressé, puisque les chercheurs ont toujours cherché le rôle des hormones en rajoutant plutôt qu'en en enlevant. Donc, j'ai pas d'études sur ça, il n'y a pas chez le chat. Il faudrait en faire. Mais chez le rat gonadectomisé précocement, il y a un effet à court terme. Le raton diminue son répertoire comportemental de jeu. Ça veut dire qu'il a moins de richesse dans son comportement, dans son répertoire comportemental de jeu. Un répertoire comportemental de jeu, c'est l'ensemble des comportements autour du jeu. Et il va aussi moins jouer. L'effet à long terme, ces individus stérilisés précocement ont un ralentissement de la transmission synaptique chez l'adulte. Ils sont mous du cerveau, voilà, en gros. Donc réfléchissez quand on stérilise précocement un chaton. Qu'est-ce qu'on fait à son cerveau, à son développement, son comportement d'exploration, de reconnaissance spatiale? On va impacter ça. Qu'est-ce qu'on sait sur la cognition, on va dire, sur l'ensemble, sur le traitement de l'information de l'animal adulte? On n'a rien chez le chat, il n'y a pas beaucoup de travaux chez le chat, mais chez le chien, on sait qu'il y a une diminution des capacités cognitives après la stérilisation. Les
publications sont toutes neuves, 2017-2019, celle de Scandoura. Le chien n'est plus capable de résoudre certains tests complexes après la stérilisation. On retrouve ce qu'avait vu Spain, une augmentation de l'anxiété, la peur, l'étude de Balog de 2018 chez la chienne, Golden Retriever ou Labrador femelle. Après la stérilisation, elle a plus peur, elle est plus craintive. Chez le chien, le vieillissement cognitif est plus précoce chez les individus stérilisés. Voilà. Donc, bien évidemment, je ne remets pas en cause la gonadectomie, mais surtout de se poser la question en sachant déjà qu'on a des effets secondaires majeurs dans le comportement des individus sur des individus adultes, alors vous imaginez sur un individu immature. Nous allons revenir à nos animaux errants, Sylvie. Désolée, puisque c'est le motif de la gonadectomie précoce. C'est pour faire diminuer les animaux euthanasiés dans les refuges. Ça, c'est le grand truc. Alors, sur les populations de chats féraux, où on aurait tendance à se dire il faut tous les choper, les stériliser et on les relâche. Ça s'appelle les TNR, Trapped Nurturing Return. Et plusieurs études montrent, j'aime bien celle de McCarthy, que pour faire baisser une population de chats errants à un lieu précis, il faut capturer, ceux qui font de la résidence, là, ils connaissent ces études, il faut capturer 57% d'animaux pour voir la population diminuer. Chez les chats, si on vasectomise et qu'on enlève l'utérus des femelles, c'est un modèle mathématique, il n'y a plus que 37% d'animaux à capturer. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on fait ces programmes, il y a des animaux toujours qui échappent à la capture. Et ces animaux-là, eux, vont continuer à se reproduire. Si c'est un mâle, si les mâles sont vasectomisés uniquement, ils conservent leur caractère sexuel, donc secondaire de mâle, ils vont pouvoir déjà saillir les femelles qui n'ont pas été capturées. Donc, sachant que l'ovulation est provoquée chez la chatte, elles vont arrêter d'être en chaleur et rester vides, puisque le mâle n'a pas de sperme. Et ensuite, ces mâles vasectomisés vont repousser les autres mâles du domaine vital. Ils vont continuer à pouvoir garder les femelles pour lui. Chez les chats, ce n'est pas des harems, mais en tout cas, ils vont empêcher que d'autres mâles viennent coloniser ce domaine vital. S'il est castré, waouh, dans la semaine qui suit, il y a un mâle qui débarque pas castré, ça c'est sûr. Et les femelles qu'on a laissées pas stérilisées, quand on n'a pas réussi à les attraper, elles vont avoir des chatons. Donc, se reposer la question de la gonadectomie tout court, précoce ou si on veut, sur les fameux chats errants. Aux États-Unis, ils ont cherché à faire baisser ces populations de chats euthanasiés. Donc, une étude australienne, là, les personnels de refuge étaient désespérés d'euthanasier tous ces chats toutes les semaines en bonne santé, jeunes, parce qu'on ne savait plus quoi en faire. Et ils ont eu l'idée de mettre en place des programmes d'adoption gratuite. Donc, c'était la semaine du chat gratuit. Et ils ont, en revanche, étudié la population qui venait adopter ces chats. Eh bien, ils se sont aperçus d'une chose, c'est que c'est la même population qui venait que lors des semaines dites normales, où les chats sont payants, et que le nombre de retours de chats dans les semaines qui suivaient était exactement le même pourcentage que dans les semaines dites normales. Les animaux n'ont pas été plus réabandonnés que dans les semaines dites normales. Donc, voilà un moyen rapide et efficace de faire baisser le nombre d'animaux dans un refuge. Ensuite, les publications qu'on peut trouver sur la baisse d'animaux euthanasiés en refuge, c'est une étude une sorte de la SPA américaine, 2,1 millions de chats et de chiens euthanasiés en 2011, c'est lourd, hein, et plus que 1,5 million en 2017. Et l'étude, pourquoi? Il y a une augmentation des adoptions. Et on a fait une promotion de l'identification des animaux et donc on a pu permettre plus facilement le retour des animaux dans leur foyer, mais c'est pas moins d'entrée d'animaux par des campagnes de stérilisation.
Aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'études qui mesurent l'impact donc aussi de la gonadectomie précoce sur le nombre d'euthanasies dans les refuges, puisque c'est pour ça qu'on la vend, cette fameuse gonadectomie précoce. On a juste des vieux papiers, oui, pour moi c'est vieux, qui émettent l'hypothèse qu'elle ferait baisser le nombre. Hein, c'est toujours la chose sur laquelle qu'on retrouve dans les publications. En revanche, aux États-Unis, l'État du New Hampshire voulait diminuer le nombre d'animaux euthanasiés en refuge, et pour ça, ils ont lancé un programme que vous trouvez sur Internet très facilement, j'ai mis le lien, pour les populations démunies, les humains. L'État a augmenté la part d'argent versé par l'État pour que les propriétaires ne donnent plus que 20 $ au lieu de 50. En 6 ans, le taux d'euthanasie a chuté de 75% et l'État du New Hampshire est devenu celui où il y avait le moins d'euthanasie d'animaux en refuge pour toutes les États-Unis. Hein, vous voyez la chute du nombre d'animaux euthanasiés. Donc, ça rejoint cette diapo, c'est que pour éviter les gestations précoces, parce que la publication de Murray dit oui, il faut faire des stérilisations précoces, c'est fantastique, ça fait baisser le nombre d'animaux euthanasiés. Mais en fait, quand on étudie bien la chose, dans les refuges, les gens qui viennent adopter les chatons, hein, c'est très clair dans son tableau, ce sont des gens qui sont motivés pour sortir un animal d'une situation dans laquelle il est une situation difficile où il risque l'euthanasie. Ce sont des gens qui sont assez conscients que laisser reproduire des animaux, ça conduit à remplir les refuges. Et la plupart de ces animaux, ces chats, qui vont être stérilisés précocement, vont vivre en appartement, vont être vaccinés, identifiés, et ne sortiront jamais. Donc, cette population de chats stérilisés précocement en refuge n'a aucune chance, même si elle était stérilisée à 6 mois, de produire ces fameux chatons qui arrivent dans le refuge. C'est pas des chats, ces chatons qui arrivent, c'est pas toujours des chats de chattes qui ont fait des petits entre 4 et 6 mois. C'est les propriétaires de ces chats, ce sont des gens qui ne les vaccinent pas, ne les identifient pas, ne s'en occupent pas et les laissent se reproduire. Donc vanter la gonadectomie précoce pour limiter le nombre d'abandons et d'euthanasie en refuge et obliger à euthanasier ces animaux-là précocement, ça n'a aucun sens. J'essaye d'utiliser cette image. C'est comme si vous aviez une planche avec des clous et qu'il y ait un seul clou qui puisse faire tenir la planche sur l'endroit où vous voulez la faire tenir et que vous tapiez sur tous les autres clous à côté. Ça ne sert à rien. Le problème, c'est que ces gens-là qui font pas stériliser leurs chattes, c'est aussi, vous l'avez vu pour l'étude du New Hampshire, c'est pour des problèmes d'argent. C'est le prix de la stérilisation. Donc on peut faire tout ce qu'on veut autour, obliger les gens à stériliser, mais si c'est obliger des gens qui l'auraient fait déjà et qui n'auraient pas fait reproduire leur chatte, je ne vois pas beaucoup l'intérêt. Donc, quel est l'intérêt et le bien-être de ces animaux qui vont être stérilisés à 2-3 mois et qui n'avaient aucune chance de devenir de futurs reproducteurs? Donc je reprends l'étude qu'on a vue tout à l'heure sur le rôle de la stérilisation dans le développement du cancer. Et notre consoeur Smith, donc, elle dit bien que la recommandation de la gonadectomie précoce doit se faire au cas par cas. Et elle doit être limitée aux individus sans propriétaire, aux animaux de refuge ou secourus éventuellement. Voilà, c'est la seule et unique population pour laquelle on pourrait recommander une gonadectomie précoce. Oui, effectivement, lors d'une campagne de Trap, Nurturing, Return, on trappe des chats. Si dans le lot des chatons, on ne veut pas les faire adopter, qu'on va les relâcher, bah oui, on peut imaginer qu'il vaut mieux peut-être enlever les gonades des femelles et peut-être les mâles, juste les vasectomiser. Voilà. On peut réfléchir à ça. Donc, sur la richesse du génome, là, je n'irai pas très très loin, puisque vous avez eu la grande prêtresse de la génétique féline. Juste que
dans le livre c'est un livre de alors évidemment Carlson chez le chien, lui, il hurle à ce problème parce qu'aux États-Unis, c'est pas que les chats qui sont stérilisés précocement, c'est aussi les chiens. Les chiens sont vendus à 3 mois déjà stérilisés. Et il y a des races où la perte génétique est telle qu'ils sont en train d'aller scrugneux chercher des chiens avec un peu de richesse génétique, mais c'est pareil dans les autres races. Donc ils vont ramasser des chiens en Louisiane, puisqu'il y a des chiens errants, et alors eux, vas-y, la diversité génétique, ils se sont pas posé de questions, ces chiens-là. Donc, vous trouverez ça dans le livre que j'aime beaucoup, Dog Sense de John Bradshaw, qui est un livre de vulgarisation sur le comportement, qui est très intéressant. Il a fait aussi Cat Sense, qui est très intéressant. Mais réfléchissez à cette perte génétique où on va aller chercher des chiens à l'autre bout du monde, ou des chats à l'autre bout du monde, pour un peu mettre de fraîcheur dans le génome. Ma question aujourd'hui, c'est pourquoi... Alors là, c'était un questionnaire qui avait déjà été fait au Louf, Sylvie, sur qui sont les éleveurs qui font de la stérilisation précoce 3 mois. Et apparemment, 70% des éleveurs français le font déjà. Pour eux, c'est bien le contrôle des lignées et le nombre de chatons produits. Hein. En effet, l'initiative de cette stérilisation précoce est dans 95% celle de l'éleveur et non de l'acheteur. Si l'acheteur, on lui dit « Ah, c'est mieux, machin », il va quand même acheter le chat, mais il n'en a pas eu l'idée lui avant. C'est pas lui qui dit « Je voudrais un chaton de 3 mois stérilisé ». J'ai encadré le British Short Hair, je suis pas très forte en chat, mais j'ai lu qu'on recommandait pas une stérilisation trop précoce parce que sinon ils avaient pas les bajoux qui se développaient et il était pas beau. Donc le British Short Hair a peut-être plus de chances que d'autres dans sa diversité génétique, mais je sais pas si c'est tout à fait vrai. Si c'est vrai, tard, voilà. Alors là, on les adopte plus tard, alors du coup, voilà. Mais j'ai trouvé ça rigolo qu'il y en avait un qui avait un peu chaud aux fesses, grâce à ses bajoux. Voilà. Les autres, non, tant pis. Donc, la conclusion, c'est quel avantage par rapport à la stérilisation à 6 mois? Ben, j'ai du mal à vous en trouver beaucoup. Hein. Même pour les animaux de refuge, on peut en rediscuter. Pour les chats sans propriétaire, sûrement, peut-être, on peut en discuter aussi. L'aide à la stérilisation, pour les gens démunis, c'est bien le meilleur moyen d'empêcher tous ces chats qui reproduisent. Et il ne faut pas être dupe, hein, que c'est le meilleur moyen pour limiter les naissances et contrôler les lignées pour les chats de race. Mais on ne peut pas du tout y voir, pour moi, un facteur positif de bonne santé et de bon comportement pour cet individu. On pourrait imaginer que la stérilisation entre 6 et 8 mois, à vous de voir, à vous de réfléchir, reste la solution la plus sage. Le but n'étant absolument pas de remplir les refuges. C'est loin de là mon idée. Et surtout, attention aux fausses bonnes idées, puisque les vétérinaires américains sont des grands promoteurs, même l'AVMA, hein, l'association des vétérinaires américains, font la promotion du dégriffage, qui est une amputation de la première phalange. Vous avez des articles qui vantent ce dégriffage, soi-disant parce que pour les gens qui sont immunodéprimés, si le chat les griffe, ils seront moins malades ou c'est moins dangereux, et toujours comme motivation, une diminution des euthanasies. C'est toujours au bout de 2 phrases, ça diminue les euthanasies de dégriffés, mais ça y est, les études sortent que ces chats-là ont énormément d'arthrose. Ils ont des arthroses au niveau des doigts, puisque les phalanges peuvent en partir pousser, et les zones coupées aussi développent de l'arthrose. Ils ont des plus mal au dos. Et d'un point de vue comportemental, ce sont des chats qui mordent beaucoup plus, parce que quand vous voulez mettre à distance un humain qui vous appréciez pas et qu'il n'y a pas de griffe et que l'humain ça lui fait pas mal, bah vous passez vite au stade d'après qui est la morsure, et donc ce sont des chats qui mordent beaucoup plus. Voilà. Donc je voudrais qu'aujourd'hui, en 2019, on se lance pas dans un délire de stériliser précocement parce que c'est à la mode. Et vraiment, notre conviction, que ce soit Marie et Sylvie, c'est le bien-être des animaux, c'est faire des choses scientifiques et de prendre le temps de réfléchir. Voilà. J'espère que, en tout cas, je vous aurai donné de quoi réfléchir, et peut-être à très bientôt. Et je suis ravie d'être venue à Toulouse. C'est vrai qu'on préfère avoir un auditoire important en face, et que Facebook, ça reste assez éloigné. Et voilà, et que ça permet aussi à certains de troller, comme on dit, alors que face à face, c'est toujours un petit peu plus difficile. Mais avec plaisir pour la table ronde, pour ceux qui sont là, et à très bientôt.
Au revoir.